La tête dans les nuances, c'est une rencontre à tous les mois avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin et à chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. Ce mois-ci, à la tête dans les nuances, on se pose la question suivante. Les défis dans la restauration, situation exceptionnelle ou réalité périodique? Plongeons ensemble, tête première dans les nuances. À toutes et à tous, bienvenue à cette autre émission de La tête dans les nuances. Vous le savez, se donner rendez-vous à la table de notre restaurant préféré, soit pour y parler affaires, y parler amour, ou tout simplement pour partager des bons moments entre amis, bien, ça s'inscrit dans notre mémoire et on y revient souvent, si tant que l'expérience est intéressante. Mais à contrario, combien de fois avons-nous entendu dire « Ah, les restaurants, hein, ça ouvre et ça ferme constamment », comme si c'était difficile d'assurer la rentabilité ou la stabilité dans ce secteur de l'économie. Et à preuve ou à fortiori, la situation économique présente ne facilite rien les choses parce que le dollar consacré à des dépenses que l'on considère non essentielles, que sont par exemple les loisirs, la culture ou la restauration, bien, ce dollar se fait de plus en plus rare et l'inflation fait en sorte que nous en obtenons moins pour chacun de ces dollars également. Alors, sommes-nous en présence d'une tempête parfaite dans l'industrie de la restauration? Est-ce que c'est conjoncturel ou c'est une situation qui se répète de façon cyclique, si tant est qu'on prend un peu de recul dans l'histoire? Autre question qu'on pourrait se poser aussi, c'est si les avancées technologiques représentent une solution pour la restauration ou une source de complexité davantage. On pourrait parler législation également. Combien de fois les médias nous ont parlé de ce qu'on appelle, par exemple, les no-shows, c'est-à-dire que les réservations qui ne sont pas honorées par ceux qui les ont faites. Et bref, tout ça contribue à ce qu'on appelle l'expérience client. L'expérience client, c'est souvent ce qui fait qu'on choisit de revenir au restaurant qu'on a aimé ou qu'on décide d'aller voir s'il n'y aurait pas meilleure expérience ailleurs. Alors, pour visiter les coulisses de la restauration, tenter d'en comprendre davantage les mécanismes et les défis et répondre à cette question, les défis de la restauration, situation exceptionnelle ou réalité périodique, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau des invités que je vous présente à l'instant. D'abord, Mme Gabrielle Cossette. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Elle est détentrice d'un diplôme d'études collégiales du Cégep Saint-Laurent et d'une attestation en démarrage d'entreprise du Cégep de Trois-Rivières. Elle est la propriétaire du DEP Frida, mais vous l'avez peut-être très certainement rencontrée auparavant au restaurant Frida ou bien à l'Éléphant. Alors, merci d'être là. On a été éclairé par vos lumières. On a également M. Éric Dubé qui est avec nous, qui est détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'un certificat en gestion des ressources humaines de la même université. Il est présentement enseignant et coordonnateur du programme de gestion hôtelière du Collège La Flèche. Et pour compléter ce trio de feu, on reçoit M. Jean-Philippe Martin, qui est aussi diplômé en administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est présentement le copropriétaire du complexe La Violette, mais il est également membre du CA de l'Association des restaurateurs du Québec, de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Il préside le regroupement des chambres de commerce de la Mauricie et il est également membre du CA de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Voilà qui dresse un portrait de nos invités, mais plongeons tout de suite dans le sujet. Je commence avec vous, M. Martin, puisque vous allez peut-être nous permettre d'avoir une vision un peu plus macroscopique, ne serait-ce que par votre participation à l'Association des restaurateurs du Québec. Pour le commun des mortels, quand on regarde la restauration et qu'on essaie d'envisager les principales problématiques auxquelles vous devez faire face, on associe toujours les deux mêmes raisons qui sont courantes: pénurie de main-d'œuvre, inflation. J'imagine que ça, c'est présent, mais est-ce qu'il y a d'autres particularités, d'autres difficultés auxquelles l'industrie de la restauration doit faire face en ce moment et qui sont conjoncturelles? Effectivement, on pense à l'économie qu'on vit présentement, qu'on est dans une récession théorique. C'est sûr que les gens de plus en plus font attention à leur argent, donc une des premières choses qu'on coupe, c'est le restaurant.
Si on ne coupe pas le restaurant, on peut modifier notre habitude de consommation. Donc, au lieu d'aller dans un restaurant, service aux tables, où est-ce qu'on va prendre une bière, on va prendre du vin en mangeant, on va aller plutôt dans un restaurant avec un service plus rapide, ou encore, on va aller chercher le repas pour apporter, le manger à la maison et prendre la bouteille de vin de la SEQ qu'on va boire à la maison. Donc, soit qu'on va moins souvent au restaurant ou qu'on va moins dépenser également au restaurant. Donc, c'est sûr que ça vient jouer énormément sur le style de restaurant qu'on a, sur la façon qu'on a de travailler également. Donc, vous l'avez bien dit, là, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, on l'a bien vécu. Tranquillement, on commence à voir un certain ralentissement à ce niveau-là. Ça se stabilise. Il y a eu l'embellie, donc. Tranquillement, dans certains domaines, dans certaines régions, je vous dirais aussi beaucoup, là, il y a des régions qui sont un peu plus éloignées, qui vivent encore plus la pénurie. Mais dans les gros centres, tranquillement, on entend des restaurateurs qui disent que là, ça va bien, qui reçoivent des CV. En restauration, c'est facile d'être un deuxième emploi. Hein? Les gens peuvent avoir leur emploi de jour et aller faire un chiffre de serveuse ou deux le soir, un chiffre de cuisinier le samedi. On en voit beaucoup qui disent, bon, ben moi, je peux travailler une semaine sur deux quand je n'ai pas mes enfants, parce que justement, la vie coûte plus cher. Donc, ils peuvent aller chercher un petit plus à ce niveau-là. Donc, pour l'avoir vécu aussi, là, je vous dirais, cette année, on a reçu plus de CV. Quand on fait des offres d'emploi, on en reçoit également un petit peu plus. Donc, il faut quand même faire attention. Je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de pénurie de main-d'œuvre. On parle d'environ 17 000 emplois encore disponibles présentement en restauration, partout au Québec. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Il y a des emplois disponibles. Il y a toujours des gens qui viennent, mais on veut quand même avoir des gens de qualité là, pour travailler dans nos établissements, parce qu'on le sait que ça ne prend pas grand-chose de nos jours. Une cuisson mal faite, une sauce pas assez goûteuse, puis les commentaires peuvent être assez virulents sur les réseaux sociaux puis faire mal très rapidement. Donc, il faut toujours faire très attention à qui qu'on a comme personnel à l'intérieur de nos salles. On a beaucoup entendu parler dans les dernières années de l'immigration temporaire comme étant une solution potentielle aux problèmes de main-d'œuvre dans la restauration. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on cherche encore à aller chercher des travailleurs, des travailleuses à l'extérieur parce qu'on n'arrive pas à combler, même si la situation connaît une embellie? Oui. Dans le domaine de la restauration, je pense que le gros vient au niveau de la cuisine. Ce pas des métiers qui sont nécessairement qui sont très reconnus ici. La prestance d'être un pâtissier au Québec n'est pas très grande si on se compare à des pays comme la France, la Turquie. Il y a des belles écoles de cuisine. Les gens sont fiers de faire de la cuisine dans ces pays-là. Donc, aller chercher du personnel compétent, qualifié et motivé à travailler dans les cuisines. On en voit beaucoup de venir dans ces styles de domaine-là. Au niveau du service, c'est un petit peu plus rare. Là. Je vous dirais qu'avec les salaires du service aussi, ça l'aide plus facilement au recrutement. Là. On le sait, là, on en parle beaucoup au niveau du partage des pourboires. Les serveurs gagnent un salaire horaire beaucoup plus élevé que les gens en cuisine. Donc, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus difficile, peut-être qu'il y a un petit peu plus de recrutement au niveau de la cuisine. Est-ce que c'est la solution? Ça peut être une des solutions. Je ne pense pas que ce soit la solution de toujours aller chercher des gens à l'extérieur. Ça crée d'autres problèmes. On le voit présentement avec la pénurie des loyers. Aller chercher trop de gens rapidement d'un coup, là, ça vient amener un autre déséquilibre à quelque part. Je pense que pour le recrutement, le partage de pourboires est un point qui peut être intéressant pour amener un certain équilibre au niveau des salaires et ramener des gens beaucoup là, en cuisine. Il ne faut pas oublier que durant les 2 années de COVID, il faut encore en parler, on a été les premiers fermés, les derniers ouverts, les restaurants. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui se demandaient s'ils pouvaient aller dans un autre métier parce que, veux pas, c'était très exigeant. On travaille les soirs, on travaille les week-ends, donc on travaille les journées fériées. On ne peut pas faire de télétravail hein, au niveau du service, au niveau de la cuisine. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés un autre emploi. Lorsqu'on a réouvert, bon, ben non, je ne reviens pas, j'ai trouvé autre chose, je suis content. J'ai été suivre une formation. Donc, ça l'a pris quand même plus, je dirais pratiquement maintenant 2 ans là, avant de réussir à reconstruire nos équipes, rebâtir, là, vraiment avoir nos piliers dans des postes clés. Donc, ça aussi, là, ça prend en considération. Vous avez ouvert la porte sur le partage des pourboires, puis je voudrais m'y attarder quelques secondes parce que c'est quand même le pain et le beurre de ceux qui travaillent en restauration. Et je voudrais savoir si ma lecture est exacte. Le partage des pourboires entre l'ensemble du personnel de restaurant, de ce que j'ai lu de la législation, c'est permis si l'ensemble des employés sont d'accord. Alors, il s'agit d'une personne qui ne serait pas en accord et voilà, le concept disparaît. Exact. Est-ce que vous avez des expériences où le partage des pourboires, ça existe?
Je te dirais, Robert, parce que j'ai quand même beaucoup d'étudiants qui sont dans le domaine de la restauration au niveau du service versus la cuisine, là. Puis il y a quand même une petite guerre. Ça a toujours existé. Puis il y en a qui acceptent vraiment. Il y a des restaurateurs qui acceptent, mais malheureusement, le propriétaire d'une entreprise, d'un restaurant, ne peut pas décider pour la part des employés. Donc, c'est aux employés de décider. Et comme tu l'as dit, s'il y en a juste un seul qui ne désire pas faire un partage. Mais il y a du bon d'avoir un partage des pourboires. Honnêtement, là, dans une équipe, ça crée vraiment une chimie, ça crée un travail, surtout au niveau de la qualité du service qui va être offert aux clients. C'est un travail d'équipe. Il y a certains restaurateurs à Trois-Rivières qui le font. Et ils trouvent ça gagnant. Je vous dirais qu'à la fin d'une soirée, c'est un partage. Oui, il y en a quelques-uns qui peut-être qui vont servir plus de clients plus rapidement. Mais il y en a d'autres qui vont servir un peu moins, mais avec une façon plus personnalisée, en faisant peut-être plus d'offres suggestives, en vendant peut-être une bouteille de vin supplémentaire et ainsi de suite. Ça peut être intéressant de faire le partage des pourboires. Mais ils ne sont pas tous d'accord. Je peux me permettre de faire une nuance entre le partage entre les serveurs et le partage entre l'équipe de service et la cuisine. Il y a des restaurateurs, je sais qu'à Trois-Rivières, il y a des cuisiniers qui touchent une partie des pourboires. Ils le savent dès l'embauche. On le voit de plus en plus parce que de plus en plus, les restaurants sont petits. Hein? Donc, l'équipe en cuisine est très présente. Ça fait partie, une grosse partie de pourquoi les gens vont aller dans ce restaurant-là. Oui, il y a le service, mais la qualité du repas, le style de repas. Donc, ça part beaucoup par là. Il y a des restaurants comme le Harvey à Québec également qui ont complètement aboli le poste équipe cuisine, équipe serveur. Les gens vont toucher à toutes les postes. Il n'y a qu'une équipe restaurant, finalement. Exact. Le cuisinier vient de servir. Après ça, tu le vois, il va servir une autre table. Il fait le cocktail, il va servir du vin. Après ça, il est en train de faire la cuisson de la viande pour l'autre table. Fait que tout le monde touche à tout. Donc, le pourboire se fait vraiment de tout le monde à ce moment-là. Madame Cossette, est-ce que c'est une expérience ou une question à laquelle vous avez dû faire face à l'époque où vous teniez le Frida et l'éléphant? On a toujours partagé les pourboires également, autant en cuisine qu'avec le plongeur, le boulanger, puis la serveuse. Puis c'est une initiative que j'avais proposée. Bien évidemment, on n'a pas le droit de l'imposer, mais on l'a proposé. Puis nous, on faisait à chaque rencontre staff, qui était soit biannuelle ou annuelle, on faisait un vote qui était secret, là. Des petits papiers dans un chapeau. Là. Puis on regardait si tout le monde était d'accord. C'est arrivé à quelques reprises que j'ai une ou deux personnes qui n'étaient pas d'accord. Puis souvent, j'ai pris des ententes avec ces personnes-là individuellement parce que le reste de l'équipe était d'accord pour faire ça. Mais ça fait que ma personne qui était barista à l'avant, autant que le boulanger que le plongeur, c'était tout séparé également, puis c'était par jour, par heure, par chiffre. Fait que si tout le monde a un gros chiffre cette journée-là, tout le monde a un gros rush, tout le monde touche en même temps au même pourboire qui a été plus gros cette journée-là, puis c'est motivant. Puis ça fait aussi qu'il n'y a pas ça, l'espèce de... Tu sais, j'en ai fait beaucoup des restaurants sur des forges, qu'il y avait ça un peu la guerre entre la cuisine, puis en avant, puis le plongeur, puis là, tout le monde se... Je ne l'ai jamais eu dans mes entreprises. Bien au contraire, quand quelqu'un finissait son close derrière, si en avant, c'était pas fini, il venait aider. Puis ça fait aussi que j'ai eu beaucoup de postes qui se sont... de gens qui étaient baristas, mais qui allaient en cuisine 1 ou 2 fois par semaine, puis que ça créait une entraide, puis ça faisait que ça permettait aux gens de comprendre la réalité de chacun des postes dans un restaurant. Puis ça fait juste du bien, là, selon moi. Et est-ce qu'il y a une sensibilité qui serait liée aux générations? C'est-à-dire, si on a des employés qui sont relativement dans la même strate d'âge, c'est plus facile d'en arriver à un accord ou bien... Possiblement, mais j'avais des gens de tous les âges. Là. J'avais autant des gens qui sortaient du secondaire, 16-17 ans, tandis que j'ai eu des postes qui étaient 50, 55, 60 en montant. Là. Fait que, puis toute cette strate-là, c'est toujours partagé. Puis même entre les deux succursales, on a souvent partagé le type au DEP Frida et au Café Frida entre les deux succursales. Ah ouais? Parce qu'on considère que tout le monde aide au service. Si le pain est bon, parce que ça a bien été cette semaine, bien, le client le reçoive au même titre que tout le reste de la machine. Là. Fait qu'on a toujours fait ça de façon super équitable. Est-ce que c'est une demande des restaurateurs de revoir cette législation-là? Oui, les restaurateurs sont vraiment pour. Il y a encore une certaine réticence de la part gouvernementale et des syndicats, parce ce qu'ils ont peur, c'est qu'on enlève le salaire de un pour le donner à l'autre. Ils ont peur qu'en faisant le partage des pourboires comme ça, dans le fond, ça tombe entre les mains du restaurateur et que là, il puisse avoir des gens avec une mauvaise conscience qui en gardent une partie et des choses comme ça là, qui
Fait que c'est ce qui ont peur beaucoup à ce Mais depuis niveau-là. quelques années, il y a eu quand même des ajustements salariales au niveau de la cuisine. Tu sais, ils n'ont pas eu le choix parce qu'il y en a eu une pénurie de cuisiniers il y a quelques années. On peut se rappeler, là, dans 30 l'industrie. 30 d'augmentation du C'est salaire. 30 dans le domaine. d'augmentation du salaire des cuisiniers. Donc, Qui pour était redonner dû. qui était dû, parce Depuis qu'on a longtemps. un arriérage, puis on voulait rendre noble puis donner une notoriété. Moi-même, en faisant de la cuisine, je vous disais, c'est important. Hein, c'est tout aussi important que le service qu'on va rendre naturellement à notre client. Ça, c'est- D'autant plus que pour les serveurs, serveuses, Ouais. il y a comme une augmentation de salaire automatique qui vient avec la Oui. période inflationniste que l'on Et vit. voilà. Quand le coût de la carte du restaurant augmente, le pourboire augmente de facto. Hein. Oui. Ça aussi, ça doit créer une certaine tension entre les employés s'il n'y a pas déjà une entente au préalable. Là. C'est ça. Ça, c'est bien important. Entre les employés, avec les clients, on entend de plus en plus parler, ça aussi, du pourcentage de pourboire sur les machines, Ah, qui oui, sont oui. 15, 18, 20, 15, 18, 22, que ce montant-là est aussi mis après les taxes, dans le fond, si la machine elle rentre le montant, calcule le pourcentage. On a souvent dit que le pourboire, c'était avant taxe qu'on calculait 15 là, Ouais. si on veut. Là. Fait que c'est des discussions qu'on voit beaucoup présentement sur les réseaux sociaux. Puis les à la gens qui en discrétion du parlent. client, naturellement, parce que là, si on impose à dire on donne 20, 22, 24 au client, les gens sont capables de calculer Mais sur quand ce même. terminal, le petit bouton « Autre pourboire » est souvent pas simple à trouver. Non. Il faut faire 3-4 manipulations pour y arriver. C'est ça. Puis il y a comme une situation d'inconfort. Là, tu sais. Règle générale, le client ne veut pas avoir l'air radin pour autant, là, mais parfois trouve que le pourcentage de départ est Et un peu voilà. élevé, d'autant plus qu'il On- s'ajoute aux On taxes. va là. pouvoir le voir. Là. Il y a un restaurant là, qui a décidé, lui, d'enlever le pourboire, d'augmenter ses plats de 18 et d'enlever complètement le pourboire dans son restaurant. Donc, il y a des Ça gens... serait l'équivalent de laisser tomber le pourboire pour un frais de service, finalement. C'est ça qu'il fait. C'est inclus OK. automatique sur la Ouais. facture. Je sais aussi qu'il y a comme le buffet des continents aussi qui a fait ça, qui a mis, je pense que lui, c'est un 12 de pourboire sur toutes les factures, puis que les gens n'en laissent plus également. Je Donc, l'ai vu souvent, moi, cette année, ça. Dans des places, oui, un peu libre-service comme il fait, ou style barbecue qu'on sert, ou les hot pots à Montréal, là, souvent, même si on n'est pas un Fondre le groupe, buffet, hein. qui a automatiquement un frais de service ajouté. Puis j'avais jamais vu ça avant. Je sais pas les si c'est moi qui hôtels, on voit ça Les beaucoup hôtels, dans on les voit ça dans les hôtels. hôtels. Ouais, Ouais, ça, exactement. c'est vrai, Les sur la hôtels, c'est très facture, ouais. populaire. Dans des endroits qui ont beaucoup de touristes, là, justement, là, qui viennent d'Europe, où est-ce qu'eux, ils Tout n'ont est pas, inclus, tout est ils ont inclus pas cette dans le prix. mentalité-là de donner du pourboire. Donc, ces hôtels-là, ça venait de base, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les serveurs gagnent un salaire de 12,50, je crois, maintenant. 12,25 12,25 On voit là. Non, mais qui est un L'enseignant salaire qui est au minimum, fil. qui est un Oui, tout à salaire fait. minimum beaucoup plus bas là, Oui. que le salaire minimum qu'on retrouve. quelqu'un qui est pas à et pourboire. qu'il y a de moins en moins de gens qui gagnent le salaire minimum avec la pénurie de main-d'œuvre. Là, je pense qu'il y a bien des métiers qui se sont ramassés à gagner des 16, 17, 18, 19 de l'heure quand c'était des métiers qu'on pouvait travailler au salaire minimum il y a quelques années. Là. Donc, Mais en même temps, ça veut dire que c'est à revoir aussi le jour où on inclut des frais de service équitables et égaux pour tout le monde. Ça veut dire qu'il faut revoir le salaire des Exact. serveuses et serveuses. Il faudra que le salaire minimum à pourboire disparaisse. Hein. Ouais. Oui. C'est une question pas facile à trancher, effectivement. On peut comprendre que ça prenne un peu de temps, mais la demande existe depuis bon nombre d'années où ça fait suite. Ça fait longtemps que la demande du partage du pourboire est faite. On est au courant de tout ce qui vient avec ça. Il ne faut pas oublier que le propriétaire du restaurant paye des frais, des DAS sur le pourboire. Hein? Donc, le pourboire qui est laissé. Le restaurateur, il n'y a aucun propriétaire de restaurant qui est super heureux que les gens laissent 30 de pourboire sur la machine. Là. Ça coûte de l'argent au restaurateur, là, en plus de payer le frais de la machine, le frais des machines qui coûte entre 3 et 4 souvent au restaurateur. En plus, le 30 devient un salaire au serveur et le restaurateur est imposé. Là. Donc, il faut quand même penser que les propriétaires de restaurants, ça compte dans leurs frais, tout ça, et que c'est pas quelque chose qu'on a envie là, à se tirer à terre, que ça l'augmente là, sans fin, là, ce montant-là. Là. Je reviens sur la main-d'œuvre parce que on a souvent l'impression, en tout cas, j'ai cette impression-là, j'espère à tort, mais que dans la restauration, on fait affaire à un personnel plutôt jeune et roulant. Quand je vous entendais dire tantôt qu'il y avait une embellie du côté de la main-d'œuvre, que c'était plus facile de trouver des employés, que les CV étaient présentés,
Ça veut dire que là, je me retourne vers vous, M. Dubé, parce que vous les prenez à la base, là, ceux qui souhaitent avoir une formation et en faire en carrière, parce que bon nombre d'employés en restauration apprennent directement en milieu de travail, là, ou prennent ça comme emploi passager pour payer les études en attendant une autre carrière. Mais il y en a qui choisissent ça. Oui, il y en a qui de choisissent. plus en plus nombreux, bien sûr, ou il bien faut sûr, courir après? bien sûr. Puis, naturellement, ça les amène aussi à voyager, voir l'international, voir au-delà de ça, les jeunes. Puis, on les a de plus en plus jeunes. C'est qu'avant, depuis 2015, je te dirais, Robert, nous, on la vit là, cette pénurie-là. Les entreprises l'ont vécu dans les dernières années, mais nous, au niveau de la formation, toutes les écoles hôtelières, à Montréal, à Québec, Trois-Rivières ou partout au Québec, on avait déjà des grosses diminutions au niveau des inscriptions. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, la relève pour nos restaurateurs, pour nos hôtels, elle s'est fait sentir, là. Vraiment, elle s'est fait sentir. Donc, il a fallu retravailler des nouveaux programmes, l'amener des étudiants à aller pratiquer sur le marché du travail, avec Et c'est ça que les jeunes cherchent, c'est d'aller chercher de l'expérience avec nos restaurateurs, en s'impliquant, en faisant des événements, en faisant différentes choses, des partenariats et des stages. Et tout passe par là. Donc, depuis 2 ans, nous, on a reparti un nouveau programme en hôtellerie à Trois-Rivières. Et là, on est à peu près à 50-60 étudiants dans le programme. On a vécu des années à 10-12 étudiants, là. Ça fait en sorte que le marché du travail a eu des impacts naturellement, parce que là, ils ont été obligés de se tourner vers l'international, vers des personnes, sortir des gens de la retraite pour aller travailler pour vous. C'était un peu ça. Et c'était à eux, dans le fond, de les former, parce que ces gens-là n'avaient pas de formation. Puis connaissant Jean-Philippe et tout ça, les gens, ils ont pris du temps pour former ces gens-là, mais la difficulté, comme vous l'avez dit tantôt, c'est qu'ils ne restent pas tout le temps. Ils prennent du temps, des mois, des semaines à les former, puis là, ils quittent. Ils choisissent la restauration parce que c'est du court terme, puis après ça, ils vont aller chercher d'autres emplois à l'extérieur. Et ça a été là la problématique des dernières années. On l'a vécu en cuisine. Et là, depuis, je vous dirais, 2 ou 3 ans, c'est au service aux tables. Là, on a commencé à le vivre. On a manqué de personnel dans les hôtels. Et on a beau se tourner vers les écoles hôtelières, ITHQ, Limoilou, Mérisy, puis La Flèche, notre banque de candidats est vide. Donc, on est en train de recréer ça. Selon moi, on a encore pour, je vous dirais, 1 an ou 2 ans à avoir une pleine capacité au niveau de nos étudiants. Et là, naturellement, après, le partenariat qu'on a avec nos hôteliers, nos restaurateurs, c'est à eux et avec nous, en partenariat, de former ces gens-là selon les valeurs qu'ils ont et selon leur propre formation. L'entreprise Frida Traiteur a des éléments importants lorsqu'ils vont cuisiner chez vous. On a déjà eu des stagiaires qui sont allés avec Gabriel et d'apprendre de travailler le végétarien et le vegan, c'est particulier, là. Il n'y a pas tout le monde. Et on travaille avec eux. On a des étudiants qui ont collaboré, travaillé pour des événements au complexe. Aussi, ils ont leurs valeurs, leur façon de faire, mais il faut s'ajuster. Et les jeunes sont de plus en plus jeunes, mais ils ont un intérêt à la restauration et à l'hôtellerie. Ils regagnent. Ça regagne du galon, je vous dirais. Puis la restauration en regagne du galon. Question. Évidemment, on ne peut pas parler, je ne veux pas faire de généralité nécessairement sur les étudiants, mais c'est quoi le projet de carrière d'un étudiant qui entre chez vous, en sachant qu'en gestion hôtelière, par exemple, il peut être appelé à faire 56 métiers différents. Oh, oui. Est-ce que c'est la diversité qui les attire ou le cheminement qui les amène vers l'entrepreneuriat? La diversité. Et éventuellement, ils voudraient prendre nos postes au niveau comme gestionnaire, comme propriétaire d'entreprise. Il y en a qui développent vraiment un côté entrepreneurial intéressant. Puis il y en a d'autres, ça va être vraiment des postes au niveau de la supervision et de la gestion. Dans les hôtels, gérant d'un restaurant. On en a encore des jeunes, mais ils ont 16, 17, 18 ans. Il faut leur laisser du temps. Il faut leur laisser de l'apprentissage, il faut leur laisser des expériences de travail. Et c'est de même qu'on va pouvoir un jour, naturellement, avec une mixité, là, avec des gens, comme on disait tout à l'heure, des gens qui vont retourner, qui prennent leur retraite à un certain âge, puis qui veulent refaire, qui ont encore des bonnes années à offrir à nos restaurateurs, c'est des gens fiables. C'est des gens qui vont rentrer au travail, sont à l'heure, sont assidus. Puis ça, c'est important d'avoir une mixité au niveau d'un groupe d'employés. Ça, c'est primordial. Mais nos jeunes, ce qu'ils cherchent, là, c'est éventuellement nous remplacer ou d'aller chercher. Tu sais, ils veulent se faire voir, ils veulent se faire connaître. Donc, par des apprentissages chez nos partenaires, ça, c'est important. Ça, c'est vraiment intéressant pour eux d'aller chercher le petit côté vegan. Moi, j'ai des étudiants qui ne vivent... Aujourd'hui, la réalité, c'est ça, là, de nos jeunes d'aujourd'hui. Au niveau de leur alimentation, c'est particulier. Au niveau de leur façon de penser, c'est particulier. Et ça se développe avec tout le reste pour les prochaines années. Parce qu'on le sait,
Le modèle d'affaires a dû être ajusté pour plusieurs entreprises. Beaucoup d'entreprises, parce qu'ils ont eu de la pénurie de main-d'œuvre, l'inflation qui est arrivée, et ainsi de suite. Ils n'ont pas eu le choix, là. Il a fallu qu'ils se retournent de bord rapidement pour aller chercher des nouvelles sources de revenus, et ainsi de suite. Je parle juste au complexe. Vous en avez fait des changements. Dans le fond, ils ont développé à un moment donné un cornet sur la rue. Là. Ils ont développé, ils ont changé leur modèle d'affaires. Et c'était ça. Gabriel a changé des choses au niveau de leur gestion. La façon de penser est pas... Donc, c'est aujourd'hui, les jeunes ont d'excellentes idées. Il faut leur faire confiance puis leur donner quelques années d'expérience. Ça, c'est important. Oui, et du côté de l'alimentation, c'est pas que chez les jeunes que ça change, là. Évidemment, ils sont plus portés vers l'alimentation végétalien, végétarien ou végane. Mais de plus en plus, ne serait-ce que pour des conditions environnementales ou liées à des valeurs personnelles, des gens, sans devenir végétariens, tendent à diminuer leur portion de viande à chaque année. Puis moi, je me rappelle de l'ouverture du Frida au tout début. Il n'y avait pas nécessairement foule, là, et chacune de nos visites, c'était comme une découverte, là. On ne savait pas trop ce qu'on mangeait, puis on osait le faire. C'était une découverte culinaire à chaque fois. Mais maintenant, c'est de plus en plus répandu. Puis, Mme Cossette, vous êtes pas mal le fer de lance en région de la cuisine végane avec le Frida, qui, à mon avis, était un précurseur non seulement en région, mais... pas mal à la grandeur du Québec. Et ça a toujours été votre créneau? D'être précurseur en cuisine végétalienne, bien non. Il vous manque quelque chose à votre recherche. Ça se peut. Merci de la compléter. Le premier 9 mois du Frida, on était non seulement pas végétarien, pas végétalien, mais on a servi de la viande. Moi, à l'époque, j'étais végétarienne, puis mon associé l'était pas. Puis il voulait pas que ça devienne végétalien. Fait qu'on a fait un compromis, puis ben c'est devenu végétalien quand même. C'est juste que j'y ai pas dit, puis j'ai fait le changement. Puis c'est à ce moment-là que ça a vraiment... que ça a parti, là, parce que l'identité était nichée, puis elle était très, très, très précise. Puis ça reste que c'est moi qui cuisine. Donc c'est sûr que si je cuisine quelque chose que j'aime et que je consomme, c'est sûr que ça va être mieux, là. Fait que de cuisiner végétalien, à ce moment-là, je me suis mis... pas en partenariat, là. Je veux dire, j'ai engagé Aurélie, qui a été ma première chef là-bas, puis qu'elle non plus n'était pas végétalienne, puis elle s'est juste mise à cuisiner ça, puis on a développé plein de recettes ensemble, puis on s'est concentré là-dessus, puis on en a vraiment fait notre créneau, puis notre personnalité, là. C'était ça, là. C'était de faire de la cuisine végétalienne, mais surtout de la démocratiser, puis de l'amener qu'elle soit super accessible. Puis ça reste que la cuisine végétalienne, tu sais, il y a tout le temps l'espèce de stéréotype qu'on essaie que tout ressemble à de la viande, mais évidemment, là, on n'est pas contre les saveurs, on est juste contre l'exploitation animale en général. Fait que c'est de recréer des textures, des saveurs qui sont semblables, des différences de goût puis de contraste là, qui se rapprochent de ça. Fait que oui, quand je me suis lancée là-dedans, ça a tout changé, là, définitivement, là. Fait que le premier 8 mois qu'on a servi de la rillette, on l'oublie, là. Ça a servi comme à rien, là, jusqu'à temps que... Ça a donné l'expérience quand même. Ouais. Merci de compléter ma fiche de recherche. Mais j'ai surtout beaucoup à apprendre de vous en termes de comment faire un bon compromis, parce que vous m'apparaissez être première étoile, 5 étoiles. Ça n'en est pas rendu compte les premières fois qu'il est venu. C'était ça l'important. Bien déjeuner, bien veut aller, puis... Et c'était le cas pour plusieurs qui sont venus par découverte et qui ont effectivement découvert une cuisine qu'ils pouvaient apprécier. Mais ça, vous l'avez fait axé sur vos valeurs davantage que sur le développement d'une entreprise en disant, voilà un créneau qui n'est pas exploité, on y va à fond de train. Absolument. En fait, bizarrement ou pas bizarrement, là, je fais pas beaucoup de décisions là-dessus, moi, le côté business. C'est pour ça que je dis des fois, je suis pas une bonne businesswoman, là, parce que moi, le gain en capital, c'est pas ça qui me motive, mais pas du tout. C'est l'expérience client, puis c'est de servir quelque chose qui me passionne, puis que je trouve que c'est d'offrir de l'âme un espace, de l'appartenance, une communauté, c'est de créer quelque chose, c'est le côté artistique de la restauration qui vient comme me chercher. Fait que non, c'est pas parce que ce créneau-là n'était pas utilisé. C'est sûr que j'y ai pensé à un moment donné dans la mini-étude de marché qui a duré 5 minutes, que je me suis dit, je mets ça vegan, fin de l'histoire. Mais non, c'était vraiment plus pour être en accord avec mes valeurs. Là. Mes entreprises ont toujours été excessivement proches de moi, de ma personnalité, puisque c'est moi qui est là, puis qui fait tout. Fait que c'est sûr que ça venait... c'est ça. Ça remplit, cette part de marché-là qui était inexistante. Là. Et quand vous collaborez avec le programme de gestion hôtelière et que vous recevez des étudiants en stage,
Est-ce que vous avez constaté une évolution? Est-ce que maintenant, c'est comme normal d'avoir une proposition de cuisine végane? Ou bien encore là, il y a du travail à faire pour faire connaître ce créneau-là? Il y a du travail à faire, mais oui, il y a une ouverture d'esprit. Puis oui, c'est beaucoup plus normal là, maintenant d'avoir des options végétaliennes sur un menu. On n'arrive pas, tu sais, on n'arrive pas comme un extraterrestre, comme dans les débuts en 2015, à demander une option végétalienne. Là, c'était des frites, de la salade, de la vinaigrette à part, puis tu sais, même là. Maintenant, c'est pas quelque chose de nouveau. Tout le monde est familier avec le terme. Tout le monde sait un peu c'est quoi la base, les do's and don'ts. Mais oui, les gens sont plus ouverts, mais ça reste encore très peu connu, là. Moi, les cuisiniers que j'engage, c'est moi qui les forme. Souvent, c'est des gens qui ont peu ou pas d'expérience en cuisine. Fait que non seulement il faut que je les forme dans la cuisine, une cuisine professionnelle, mais il faut que je les forme aussi sur de la nourriture qu'ils n'ont jamais cuisiné ou à peine, là. Fait que comment on fait ça, un fromage, mais à base de plantes, comment on revoit toutes les recettes qu'on connaît à base de plantes, ça reste que c'est encore assez méconnu. Mais ça Et s'apprend comment bien. on fait pour savoir que le goût que c'est supposé avoir est le bon, Ouais. si c'est pas l'alimentation qu'on a eue nous-mêmes, là? Faut se truster. Faut faire confiance à notre goût, puis à nos Oh, feelings, puis à notre palais. On parle d'implication, hein. Faut que tu les impliques dans tout ça, Ah oui, tes gens. absolument. Est-ce qu'il y a un Absolument. retour à l'école Ah oui. d'hôtellerie? C'est-à-dire que, en cuisine, dans le volet cuisine, Ah oui. on est de plus en plus vegan? Oui, oui. Heureusement. Oui, heureusement, on applique, parce qu'on applique, on va chercher, tu sais, c'est sûr, les jeunes, c'est leur réalité, puis c'est la réalité d'aujourd'hui. Juste le coût de l'épicerie, on va au supermarché, le prix de la viande, le bœuf a tellement augmenté, même le porc, le poulet, tout. On n'a pas le choix de s'adapter à ce type de restauration-là, ces types de plats-là. Donc, on développe maintenant des recettes dans les cours de cuisine, ce qu'on n'avait pas avant. Il y a quelques années, là, on aurait dit on va développer 3, 4, 5, 6 recettes véganes. Ou... On aurait dit non, on ne peut pas faire ça. Là. On a une personne, mais maintenant on les développe parce qu'on a de plus en plus de clientèle, surtout qui ont des allergies alimentaires, surtout qui ont des... Donc, on n'a pas le choix là, de travailler à ce niveau-là. Et c'est à tout niveau. Et Ah oui. je me rappelle l'époque où il y avait un choix de menu végétarien C'est ça. dans une carte complète de restaurant, puis c'était ça où passe ton tour. L'expérience client, j'aimerais ça vous amener sur l'expérience client parce que ce soit pour un restaurant ou pour un comptoir où on décide de revenir, d'ailleurs, j'ai visité votre site Internet et j'ai vu qu'il y avait tout un menu de proposé pour le Super Bowl, vegan. Là, j'ai fait, là, il y a quelque chose que je n'ai pas vécu encore. Malheureusement, j'ai découvert ça trop tard. Ça va être pour mon prochain Super Bowl, vraisemblablement. Mais on aura la chance d'y revenir dans le tête-à-tête tantôt. Mais l'expérience client qui fait que quelqu'un revient chez vous, quelqu'un revient au complexe, ou bien pour organiser de l'événementiel, ou bien pour la restauration, parce que vous faites aussi traiteur, boîte à lunch. Donc, c'est très, très personnel. là. C'est lié au goût, là. Et le goût, on l'a dans la bouche, mais on l'a aussi dans la rencontre. Et dans la rencontre avec celui qui nous accueille, plus que celui qui est en cuisine, que malheureusement, on voit trop peu souvent, et qui est probablement le fer de lance quand même du goût qui nous fait revenir. Comment vous décririez le travail qu'il faut faire pour développer l'expérience client? Puis je poserai la question autrement aussi. Est-ce que le client a quelque chose à faire dans le succès de sa propre expérience? Est-ce qu'il y a un savoir-être comme client en restauration? Oui, en fait, l'expérience client, à part du moment qu'on arrive en cuisine, qu'on rentre dans le restaurant, on le voit dans des restaurants là, souvent gastronomiques qui ont des grosses brigades en cuisine. Maintenant, la première entrée, on passe par la cuisine, l'équipe en cuisine au complet arrête, salue les clients, passe à la table. J'ai eu la chance d'aller des restaurants où est-ce qu'on a mangé dans 3 endroits différents. On a commencé les bouchées, l'apéro dans une salle. On vous transfère par la suite dans une deuxième salle avec une autre ambiance pour les plats, les 4, 5, 6, 7 services qu'on va manger. Transfert dans une troisième salle pour manger les 2, 3 services de dessert à ce moment-là. L'expérience change d'une à l'autre. Un coup qu'on l'a vécu, on veut vivre autre chose. On y va... tout dépendant de quel moment qu'on y va aussi. Il y a des moments pour le Super Bowl, on veut un style de restaurant. La Saint-Valentin, c'est un autre style de restaurant. Une première rencontre avec une autre personne, on veut un autre style d'ambiance. Donc, c'est toujours extrêmement différent. Il y a des restaurants là, qui font déjeuner, dîner, souper. Bien,
tu veux pas la même expérience non plus à chaque moment qu'on y va. Les gens veulent vivre toujours des choses différentes, là. Les gens, dans notre domaine, se tannent un peu de la même chose. Ils viennent, il y a des gens qui reviennent parce qu'ils veulent manger la même chose, mais la plupart des gens aiment ça découvrir quand même de nouvelles choses. Fait qu'après un certain temps, ils veulent essayer le nouveau restaurant qui sort. Bon, mais le restaurant est à la mode. L'ambiance est là parce qu'il y a plein de monde. Et là, qu'on change à ce moment-là. Là. Il y a des gens qui rouvrent des restaurants, après 10 ans, même si ça fonctionne encore, le ferment pour en ouvrir un autre, sans faire faillite, là, parce qu'ils Pour vivre veulent une autre expérience. faire vivre d'autres expériences à ce moment-là. Là. Il y en a des restaurateurs comme ça à Trois-Rivières. Donc, c'est sûr que ça vient jouer énormément. Là, et tout le monde y participe. Là, vous dites qu'on ne les voit pas souvent, les cuisiniers, mais de plus en plus de restaurants ont des cuisines ouvertes aujourd'hui. Montrer ce qu'on voit à l'intérieur, montrer l'ambiance, montrer les cuisiniers. Même le chef sort de sa cuisine pour aller saluer les clients pendant une partie du souper. Régulièrement. Puis au-delà, je pourrais renchérir à ce que Jean-Philippe dit. Là, c'est le pendant, toute la partie du service. Mais l'avant et l'après est tout aussi important. Pour avoir fait des événements avec lui, l'accueil du tout début, lorsqu'il nous accueille pour aller pour la signature du contrat, expliquer à nos étudiants le fonctionnement de la soirée et ainsi de suite. Ça, c'est important aussi. C'est aussi important que le pendant, parce que lorsqu'on arrive, l'accueil de nos invités, l'endroit pour faire le cocktail, et ça va jusqu'à l'après, à la fin, là. Tu sais, la satisfaction qu'on a eue, merci, un excellent service, vous avez été là toute la soirée, présent, l'équipe technique a été merveilleuse. Et c'est une expérience client qui du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas oublier cette partie-là. Parce que là, quand on va au complexe de la Violette, c'est un tout, là. Qu'on organise un mariage, qu'on organise un événement corporatif, Jean-Philippe et Simon, on est accueillis d'une façon professionnelle. Puis ça, c'est important pour nous, parce que c'est ce qu'on montre à nos étudiants. C'est bon de leur montrer que le pendant, on fait du service exceptionnel, une expérience client, ou que la cuisine, un beau plat, mais ça va au-delà de ça. Pour nous, en hôtellerie, c'est le tout, parce qu'on implique là-dedans les gens qui sont aux ventes, les gens qui sont un délégué commercial, le propriétaire, le chef, et ainsi de suite. Ça, c'est important pour nous. C'est une belle publicité, merci. Non, mais en même temps... Quand je vous disais que vous alliez garder des bouts de l'émission... Non, parce qu'on l'a organisé l'an passé, un événement, puis c'était de A à Z. Les étudiants étaient hyper satisfaits de leur fin de soirée. Eux autres sont contents. Eux autres, ils nous font une offre. Eux autres, ils nous font quand même quelque chose qui est intéressant, faire vivre une expérience d'un événement avec une collaboration avec... Et c'est là le partenariat qu'on peut avoir avec soit nos hôteliers, nos salles de réception. Et cette approche-là est toute importante pour nous, pour nos jeunes, là, pour la progression, puis dans quoi ils vont vouloir. Puis il y en a beaucoup qui terminent avec nous, qui s'en vont dans l'organisation d'événements. On en parlait tantôt, suivre la restauration, le service, la cuisine, mais ça va au-delà de ça. Là. Il y en a qui veulent... ils développent ce côté-là, puis c'est tout aussi intéressant. Madame Cossette, j'ai l'impression que chez vous, l'expérience client entre le Frida restaurant qui n'existe malheureusement plus et le DEP Frida, c'est quand même un lien à peu près identique parce que c'est lié très directement à votre personne et à votre équipe. Si on va au DEP Frida, c'est vous qu'on rencontre. Oui. Oui. C'est sûr que moi, j'ai toujours fait une formule qui était... J'ai fait du service aux tables avec l'éléphant, mais par la suite, ça a toujours été du service comptoir. Fait que c'est plus touché à ce moment-là que le client se sente bienvenu. Je pense que c'est important de souligner qu'on est... ou de le remercier d'avoir fait le détour, de nous avoir choisis, d'avoir une présence aussi qui est là, d'avoir toujours les mêmes visages. Fait que ça aide beaucoup à ce qu'ils sentent qu'il fait la différence, qu'il fait partie, qu'il y a de l'appartenance... à l'entreprise. C'est important non seulement d'avoir, idéalement, pas un gros roulement de personnel, qui reconnaissent les mêmes gens, que la personne qui est propriétaire ou gérante soit là, soit présente, de souligner le plus possible quand la personne arrive. J'essaye vraiment beaucoup de mémoriser qu'est-ce que les gens ont acheté la dernière fois, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leurs habitudes, que je leur propose. Puis juste de faire ce service-là, ils savent que je suis reconnaissante qu'ils reviennent. Parce que c'est ça, en même temps, qui fait la longévité de l'entreprise, je pense, c'est que la fidélité de la clientèle. Là. Fait que de toujours souligner à chaque fois qu'ils reviennent, puis de les remercier, pas juste en disant merci, mais juste en se rappelant de détails, de sentir que cette personne est importante à chaque fois qu'elle vient. Là. Moi, c'est là-dessus que je focus beaucoup parce que, justement, puisqu'on n'a pas de service aux tables, c'est pas un service qui est aussi complet que quand il y a une serveuse qui vient 6 fois pendant le service. Là. Mais c'est quand même de trouver des façons de le souligner puis
de faire sentir que le client est important à ce moment-là, puis qui est important pour la business, puis qui est important, puis qui fait partie de ça, qui fait partie intégrante de l'entreprise, là. Il y a donc quelque chose, peu importe la grosseur du restaurant ou du comptoir, quelque chose comme un lien familial, entre guillemets, qu'on tente de tisser pour dire vous n'êtes pas qu'un client, vous Exactement. êtes partie prenante de l'entreprise. Notre succès, c'est pas que la qualité de ce qu'on vous sert, mais aussi le fait que vous y soyez, hein. De nos jours, l'expérience client va même en dehors du restaurant, là. Avant de nous choisir, les gens ont été souvent voir la page Facebook, ont été voir le menu sur Internet. Les gens, ils nous envoient des questions des fois, que ce soit par Facebook, par Google. Je ne savais même pas qu'on pouvait m'envoyer des messages, être capable de répondre à une certaine vitesse sur la page. Tu sais, on a des pages Facebook de différents commerces. Là, moi, j'en ai 2, plus ma page personnelle. Fait que des fois, on ne les voit pas toujours, les notifications, mais tu essayes. Les gens t'écrivent à 11 h le soir, ils s'attendent à une réponse avant le lendemain matin. Fait que l'expérience client, des fois, ils ne sont même pas venus chez vous, puis ils ont déjà vécu une expérience. Là, c'est fou, ça, la sollicitation là, par les multiples médias. Là. Tu le soulignes bien en disant que tu as au moins 2 pages Facebook. Là. C'est 2 pages Facebook, la page personnelle, c'est les amis qui écrivent aussi, c'est ci, c'est ça. Des Puis commentaires sur des posts, des fois que tu c'est même pas une vente. Fait que c'est difficile d'offrir un service aussi complet pour quelqu'un qui est possiblement client à un moment donné. Il faut le voir comme ça, que c'est une personne qui s'intéresse à l'entreprise, qui va être client ou qui aime les valeurs ou qui est peut-être juste fan, là, ce qui est bien correct aussi. Là. Mais c'est d'offrir une expérience cliente qui va tellement au-delà de l'espace dans lequel on fait notre commerce. Là. C'est fou, ça. Des fois, je faisais des publicités pour mon bar laitier, puis des gens de Montréal qui écrivent « c'est où ». C'est plus long pour moi de vous répondre que de juste regarder l'adresse sur ma page, ou d'aller sur Google, d'écrire le nom, d'aller la voir, l'adresse. Je peux pas répondre aussi vite que ça, c'est impossible. Là. Fait que des fois, tu réponds, puis ça fait quelques heures. Là, puis je me dis, il a préféré attendre quand même que j'y réponde, parce que pour lui, l'expérience, ça faisait partie de ça. Là, une réponse rapide, efficace, puis ça, c'est assuré. Là. Et là, on comprend bien, là, ça donne bien. On donne juste des exemples de correspondance, je dirais, agréable, là, de gens qui veulent des informations, des gens qui veulent des compléments. J'ai jamais eu de mauvais commentaires, donc c'est dur pour moi. Alors, vous êtes bénis, tant mieux. Mais j'imagine qu'il faut aussi gérer ça. Il faut aussi gérer le mauvais commentaire, le commentaire qui n'a juste pas rapport avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est peut-être jamais venu chez nous. Juste une étoile sur Google, sans commentaire, sans rien, de voir d'une personne qui n'a même pas l'air de venir de Trois-Rivières dans un moment qu'on n'a pas eu d'événement. Je vais pas remettre ma business en question là, quand ça m'arrive, là, pour être bien. Ça va jusqu'à nous au collège. Mais vous répondez ou vous ne répondez pas à ces commentaires? Non, pas le choix. Nous, au collège, on a juste un restaurant pédagogique. Puis les gens peuvent venir manger. Puis des fois, on a des commentaires, puis c'est pas nécessairement apprécié. Et nous, on se protège. C'est des étudiants qui ont servi ou en cuisine. Mais il faut absolument répondre à ces commentaires-là. Parce que, je suis pas bonne, moi, j'ai jamais répondu. Non. J'ai jamais répondu à une mauvaise critique. À moins que quelqu'un m'écrive personnellement. Mettons que j'ai un message privé, là, de hey, ça, c'est arrivé, puis je suis arrivée, puis mon café, je l'ai pas aimé, ma mousse n'était pas bien. Je vais répondre avec plaisir, je vais offrir un dédommagement, etc. Mais personnellement, moi, quelqu'un qui écrit une énorme critique longue comme ça, que rien faisait, que les sièges n'étaient pas confortables, que la lumière était trop forte, que les rideaux n'étaient pas fermés, n'importe quoi, jamais je vais répondre. Soit je vais lui écrire, ou bien un appel téléphonique, minimalement, là, parce qu'il ne faut pas laisser ça dans... Sur Facebook, c'est rare qu'ils écrivent leur numéro de téléphone. C'est ça. Mais souvent, on les connaît, nous aussi. Le restaurant existe depuis 10 ans. Là. La fidélisation de clientèle, on en a. Là. Il y en a qui viennent participer à tant d'événements dans l'année. Puis, un petit affaire, ça prend pas grand-chose aujourd'hui. Là. On a échappé un petit quelque chose. Là. Puis là, on va avoir un commentaire. Donc, il faut juste tout simplement faire des suivis. Ça, c'est important. Pas simple, mais important. Non, oui, c'est important. Parce que... Pour nous, bien, pour la notoriété du programme, pour les jeunes, leur montrer aussi dans le côté de la façon de la business, c'est un peu ça. Là. Si on veut revoir le client, s'il y a eu quelque chose, puis il vous le dit, puis on laisse ça dans le néant, puis on laisse ça continuer, parce qu'il peut venir pour un mariage, il peut venir pour un événement corporatif, puis là, tu vas le revoir une autre fois pour un autre événement. Il ne faut pas laisser ça. En même temps, il faut trouver le mot juste qui ferme la conversation, là, pas que ça devienne un échange à n'en plus finir. Surtout sur Facebook, là, ça peut... c'est facile de le prendre personnel. Là, me faire dire qu'ils n'ont pas aimé son plat, c'est pareil qu'à quelqu'un qui me dirait que je suis stupide. Là, ça vient nous chercher facilement à l'intérieur.
à nous-mêmes. On le prend très personnel. Souvent, ces critiques-là, là, on ne le sait pas, mais d'ailleurs, les entreprises, les restaurateurs, les employés ont beaucoup d'heures de travail, là. Donc, ça peut être aussi blessant de recevoir un commentaire comme ça que de Surtout se dans faire des grosses attaquer. périodes où vous avez eu beaucoup d'événements en même temps. Là. Il y a des journées où complexes, c'est des événements tous les jours. Là. Ils flippent une salle, remontent une autre salle. Les employés ont fait 60 heures par semaine, sont épuisés. Là. Puis, naturellement, ils ont la réalité qu'il leur manque beaucoup de monde. Là. Des fois, il leur manque des bras. Ça prend des bras. Fait que je peux les comprendre de temps à autre. Ça peut blesser. Là. J'étais content d'entendre tantôt qu'il y a une embellie du côté des employés, que du côté du partage des pouvoirs, beau lapsus, du partage des pourboires, on n'y est pas encore, mais que c'est toujours en réflexion et éventuellement, il y aura peut-être une embellie de ce côté-là, mais il y a des pour et des contre encore. Mais le gros défi, c'est quoi? Moi, j'ai l'impression que dans la sphère publique, ce dont on entend parler depuis l'après-pandémie, c'est les réservations qui ne sont pas honorées. Est-ce que c'est vraiment le plus gros défi auquel la restauration doit faire face présentement? Ou bien il y a pire qui ne passe pas dans le radar du public ça dépend en vraiment général? du style du restaurateur qu'on utilise. Là. Il y a des restaurants qui n'ont pas de réservation, donc ils ne le vivent pas. Les restaurants où est-ce que ça le fait le plus mal, ce qu'on voit beaucoup dans un nouveau style de restaurant, le plus adapté, c'est des petites salles à manger. Donc, des restaurants qui ont 20-25 places. Donc, puis j'ai même vu des restaurants là, qui en ont mis beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est des restaurants qui ont 16 places et que le groupe a réservé les 16 places et ne se présentent pas. Donc, c'est sûr que là, quand tu es ouvert 4 soirs semaine, que tu fais au bout de la ligne 64 clients dans ta semaine, puis il y en a 16 qui ne sont pas présentés, la nourriture, tu ne peux pas rien faire avec, là, elle sera plus bonne la semaine d'après. Là. Donc, c'est vraiment là, ça fait très, très mal. Des restaurants qui ont une cinquantaine de places, tu réserves 30, il y en a juste 10 qui viennent. Ça aussi, tu as refusé des gens, là, ça fait mal. C'est pas ce qui va faire fermer un restaurant, là, mais ça fait très mal au niveau du coût au restaurateur, au serveur. Le serveur qui était rentré pour faire uniquement le groupe de 30, si le groupe de 30 ne se présente pas, lui, il va avoir travaillé 3 heures à 12 $ de l'heure. Là. C'est ça son salaire de la journée. Là. Donc, c'est ce qui fait mal, c'est ce qu'il faut faire réaliser. Le gouvernement, présentement, ne semble pas encore extrêmement ouvert à s'en aller dans une direction. Des sondages ont été faits et une majorité des Québécois et Québécoises seraient prêts à ce qu'il y ait un frais à la réservation. On parle d'environ de 17 à 20 $ où est-ce que les gens trouveraient que ça aurait du bon sens. Puis, tu sais, si tu annules la veille, tu n'as pas de frais, là. T'sais, on ne parle pas d'annuler 2 mois d'avance, là. 24 heures. Tu sais, les billets d'avion, les hôtels, il y a déjà plein de places que c'est comme ça. Les dentistes aussi. Il y a de plus en plus de places que c'est comme ça. Pourquoi au restaurant, on ne peut pas? C'est la même pénalité, là. Et il faut comprendre qu'avec, la pénurie de main-d'œuvre, je pense que les restaurateurs ont de plus en plus calculé aussi qu'être ouvert 7 jours sur 7, matin, midi, soir, c'est pas rentable. Donc, de plus en plus de restaurateurs ont des horaires réduits, là, vous le voyez. Là. Vous allez au centre-ville les dimanches, lundi soir, là, c'est pas le... c'est parce qu'il n'y avait pas de clients que les restaurants sont pas ouverts. Mais tu sais, on le voit que c'est tranquille. Donc, si on perd une journée sur 4 comme ça devient extrêmement difficile. Et la marge bénéficiaire en restauration est très, très mince. Hein? Donc, pourquoi on dit qu'il y a autant de restaurants qui rouvrent, qui ferment? C'est que ça va très, très bien. Il n'en faut pas beaucoup pour que ça diminue. 10 ans en moyenne, un restaurant, là, quand vous me demandez le cycle était où, là, en moyenne, c'est 10 ans un restaurant avant que les tendances changent. Puis, tu sais, on est un restaurant qu'on fait du vegan. Si jamais ça serait qu'une mode et que dans 5 ans, ça se peut que ça soit fini, bien, ça va être plus dur. Il y a des styles de restaurants, des modes. Il y a eu les buffets, c'était très populaire. Il y en avait beaucoup. Cette mode-là, elle a arrêté parce qu'il y a eu un changement de mentalité. Il est arrivé quelque chose que les gens ont eu l'impression que la qualité de la nourriture était moins bonne dans ce genre d'établissement-là. Donc, il y a des choses comme ça qui évoluent. Les gens évoluent, les goûts évoluent, les tendances évoluent, les décors évoluent. À un moment donné, de tout arracher dans ton restaurant puis de changer au complet ton décor, c'est pas toujours évident. À ce moment-là. Donc, c'est ce qui fait la difficulté un peu des no-shows comme ça, c'est surtout des restaurants gastronomiques où il y a une moyenne de facturation très élevée.
Ouais. Eux autres, de ne pas recevoir 4, 6, 8 clients, ça peut être problématique, comme tu le disais, pour une petite salle. C'est en pourcentage. Mais ça 10, peut être 800, ça peut 10, être 1500 pièces de revenus de moins dans une soirée avec des gens qui ne sont pas conscients de ça, là, de cette exact. réalité-là. Là. Récemment, j'étais dans un restaurant, il y avait 40 places dans le restaurant, puis il y avait 50 employés. Tu sais. Donc, s'il y en a 10 qui ne se présentent pas, oublie ça. Là. Ouais. On a bien compris le problème. Je reviens à ma question, c'était est-ce que vous avez un plus gros défi que celui-là qu'on ne voit pas? Sinon, j'ai une autre question, mais je vous laisse une chance de répondre à celle-là parce que l'idée, c'est vraiment d'aller faire un tour dans les coulisses. Là. Le plus gros défi. Bien, en fait, c'est pas un gros défi. La restauration, c'est beaucoup de petits défis. Ouais. OK, il faut faire face en même temps. Qu'on fait face en même que vous faites face en Qu'on même parle temps. au niveau de tout ce qui au niveau des législations, il y a tranquillement, on a entendu parler dans les médias d'abaisser le taux d'alcool à 0,05 au lieu de 0,08. Je ne sais pas si les gens le réalisent, là, mais 0,05, là, on ne peut pas aller 2 personnes prendre une bouteille de vin au restaurant. Ça n'est rien. Ça, c'est... Fait qu'imaginez-vous si on ne peut plus aller souper Mais on au peut la restaurant. ramener maintenant au Québec, c'est pas... Ouais. Mais tu sais, on comprend Mais ça a des les gens, impacts, ça a des on aime impacts. ça aller au restaurant, souper, prendre une bouteille de vin à 2. Si tu as peur de te faire arrêter, tu ne prendras tout simplement pas la bouteille. Ça va jouer énormément sur les prendre un restaurateurs. verre. Il y a différentes législations qui changent vraiment. Les nouveaux MEV qui viennent amener des nouveaux frais aux restaurateurs. La consigne qui vient C'est d'amener... quoi le nouveau maire? Là? C'est un système d'enregistrement des ventes, dans le fond, OK. qu'il y a quelques années, le gouvernement a amené, qui est une boîte physique qui enregistre Oui, toutes les oui, factures, OK, le code d'accord. barre. Donc, il y en a plusieurs qui étaient dans mon cas. Dans le fond, quand c'est arrivé, on a acheté un logiciel, on a acheté la boîte et ça fonctionne très bien. Maintenant, le gouvernement veut que ce MEV-là soit dans le cloud. Et pour avoir un cloud, ben, Un contrôle. il faut un nouveau logiciel. Donc, moi, le logiciel que Nouveau j'avais frais. payé à l'époque, exemple, 10 000 maintenant, le logiciel, on ne peut plus l'acheter, il faut le payer par mois. Donc, le logiciel va me coûter maintenant peut-être 300 par mois. Donc, vous ferez le calcul. Oui, c'est un nouveau frais de 300 par mois, C'est fois les 12 mois, prix, fois ouais. 10 ans, et on continue comme ça. Et qui rapporte absolument rien de plus pour moi, là, dans le fond. Là, c'est la même boîte que je mettais le rapport sur une petite clé USB, je l'envoyais au gouvernement, mais à ce temps, le gouvernement veut pouvoir avoir accès 24 heures sur 24 à mes données. Donc, c'est des nouveaux frais qui arrivent. La Et qu'il y a toujours- gestion de l'imprévu comme ça, avec tellement peu de marge de manœuvre puis tellement peu de profit qu'on fait au final, là, c'est Ouais. ça qui est... Comment c'est changeant rapidement, qu'il faut tout le temps gérer ça dans la minute, dans la seconde, qu'on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, jamais, là. Ouais. Jamais. L'inflation va être aussi, à mon avis, encore à suivre. Là, ça diminue tranquillement, mais il y a beaucoup de restaurateurs qui ont des prêts. Là. On ne se fera pas de cachette. On a entendu parler beaucoup là, du prêt du gouvernement, mais des prêts sur l'équipement, des prêts quand ils ont leur bâtisse. Donc, le taux d'inflation il est haut, les coûts sont coût de élevés, l'aliment. les coûts Le des coût de aliments. l'aliment, C'est Sylvain encore... Charlebois, ça augmente. L'huile qui a augmenté de 50 en quelques années. Des éléments de base. là. Ça ne Bref, pardonne pas, là, les pertes On à ce regarde moment-là, là. l'ensemble des postes budgétaires d'une entreprise comme la vôtre, puis il y a un défi à chaque ligne. Oui, Vite comme ça, absolument. vite comme ça, là, tu sais, c'est facilement plus qu'un tiers la nourriture, plus qu'un tiers les salaires, un tiers les frais fixes, puis il te reste quelques petits pourcentages. Ici et là. D'où là est un peu la problématique à Montréal de plusieurs restaurateurs. C'est pour ça qu'il y en a qui ferment le portes. Le prix du loyer Ouais. a augmenté tellement qu'ils ne sont plus en mesure de payer le loyer. Exact. Même plus les... Tu veux Il me des reste petits locaux. quelques minutes à peine. Je vais absolument vous poser la question parce que depuis le début de cette émission, on parle beaucoup des attentes du client face au restaurateur ou face à l'hôtellerie en général. Et j'aimerais qu'on inverse la lorgnette pour les dernières minutes pour essayer de voir qu'est-ce que vous attendez. C'est quoi le client idéal pour un restaurateur, pour un hôtelier ou pour un comptoir? C'est quoi la clientèle que vous souhaitez développer, recevoir? Je parlais tantôt des qualités de savoir-être d'un client. Mhm. On n'en a pas parlé. Peut-être que ça existe. Je vous laisse donc un tour de table sur ce qui vous apparaît le client idéal. Moi, j'ai quand même un endroit là, qui est corporatif beaucoup, mais qui est très festif, les parties de Noël, les mariages. Donc, un client qui est là, qui vient pour profiter du moment, s'amuser, souriant et profiter de tout ce qu'on lui offre. Là, c'est l'idéal. Puis, c'est comme ça qu'on aime les gens qui viennent chez nous. C'est une relation qu'on appelle win-win. là. Tu sais, le client vient vivre une expérience là, chez vous, achète un plat, vient passer une soirée. Au bout de la ligne, il faut qu'il reparte satisfait. Puis l'employé, il faut qu'il soit satisfait du travail qu'il a exécuté. Mais ça, il y a une part là-dedans de la part de son employeur.
De dire, tu sais, ça passe par la formation, ça passe par, de temps à autre, des remerciements que vous faites à vos employés. Félicitations au groupe, tu sais, on a passé une excellente soirée, on a un bon chiffre de vente. Tout passe par là, hein, souvent. Puis de l'implication de nos gens avec notre équipe de travail. Ça, c'est important de le faire, ça. Puis les clients, c'est ce qu'ils cherchent. Puis je pense que les restaurateurs, c'est ce qu'ils cherchent aussi au niveau de leur expérience. Puis de fidéliser, naturellement. On veut que notre client revienne pour un autre événement. On en parlait tantôt, hein? Un déjeuner de chambre de commerce, on ne veut pas juste le voir à la chambre de commerce. On aimerait ça le voir dans un autre événement corporatif ou individuel. Donc, parce qu'on veut fidéliser notre monde, on veut qu'ils reviennent. Le plat, tu dois avoir des clients chaque semaine qui reviennent régulièrement. Hein? Absolument. C'est ça. Mais je viens d'apprendre aujourd'hui, tu sais, que moi, je pourrais devenir un nouveau client. Tu sais, je ne pense pas toujours à aller chez Frida. Puis, pourquoi pas? Absolument. Tu sais, vivre l'expérience, bien, je pourrais peut-être, elle va me faire vivre une nouveauté. Merci. On dirait que moi, je mettrais ça à juste un mot, là, la reconnaissance, mais des deux côtés, là, de partir ça d'un point de vue égal, que je suis reconnaissante qu'ils viennent à mon commerce et qu'ils reviennent, mais qu'ils soient reconnaissants aussi du travail qui est fait derrière ça. Fait que c'est plus une notion de reconnaissance des deux côtés, de part et d'autre, là. Il y a beaucoup de travail qui est mis derrière pour que l'expérience soit bonne. Fait que ça serait juste des deux côtés, là. D'ailleurs, je me disais, en vous écoutant, que peut-être que comme client, si on avait quelque chose à retenir, c'est que notre gratification ou nos remerciements, ils ne passent pas juste dans un 15 ou un 18 Non, mais ils pas. devraient passer par les mots d'abord. Alors, prendre le temps de remercier ceux qui nous servent, si on a la possibilité de dire merci à ceux qui sont en cuisine Ce aussi. sont des artisans, hein? Ce sont des gens qui qui mettent beaucoup de cœur, beaucoup de temps, juste pour organiser un événement, puis ils sont sérieux ça passe par les remerciements. Mais avant tout, c'est sûr que pour l'équipe de service, c'est d'avoir des pourboires. Il faut qu'ils gagnent leur vie, on n'a pas le choix. Tout à fait. Des fois, on comprend on ne voit pas tous les sacrifices qui sont faits aussi. Là. Les gens ne le réalisent pas, là, mais à Noël, quand il y a des serveurs qui travaillent le soir de Noël et qui ne sont pas avec leurs amis, leur famille. Préparés. Moi, de quelques années... Et qu'on a dû les trouver d'abord. Là. Il y a quelques années, nous, on a pris la décision de fermer avant Noël jusqu'après le jour de l'an. Parce que j'avais été en restauration depuis que j'ai 14 ans. Puis je me souviendrai toujours, à tout jeune âge, quand mes parents n'ont pas été là à Noël, la peine que ça m'avait faite. Là, j'avais pris cette décision-là de mon entreprise. De privilégier la famille aussi. Oui, exactement. On a tellement passé de fin de semaine sans les voir avant ce moment-là que pouvoir passer ces moments-là précieux, là, c'est... Le temps passe trop vite. Il me reste à peine quelques minutes pour vous dire un immense merci, Mme Cossette, M. Dubé, M. Martin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a appris des choses absolument fascinantes. Je vous remercie, vous aussi, d'avoir été à l'émission. Merci à la Gazette de la Mauricie, à la station Nous TV qui rendent possible cette émission. Merci à Anne-Sophie Batalon, la recherchiste. Une toute petite nouveauté pour la prochaine émission, si ça vous intéresse de vous joindre à nous en studio, ce serait vraiment formidable de vous accueillir pour une table ronde qui portera sur l'engagement. Si ça vous tente d'être avec nous, vous écrivez pour réserver votre place à info@gazettemauricie.com. Évidemment, ce sera un immense plaisir pour moi de vous y accueillir. Vous aurez tous les détails, les dates, les heures d'enregistrement au moment de faire votre réservation. J'espère vous voir en très grand nombre. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.